Bon, on va pouvoir commencer. Donc, déjà, merci d'être présent pour ce webinaire. Donc, ce sera le premier là pour l'instant, donc le premier d'une série. On va essayer de vous en proposer régulièrement sur différents sujets. Voilà, donc pour petit rappel, pour la présentation d'Abot, parce que je sais que certains sont présents via le lien qui avait été partagé sur Studio Sport. Donc, Abbott, en fait, est le service professionnel de Studio Sport, constitué d'experts dans différents domaines, comme par exemple la sécurité, l'agriculture ou le BTP, etc. Nous avons aussi un bureau d'études pour la conception de drones, comme le Abbott Elliott, qui est en cours d'élaboration et en cours d'homologation. Nous faisons aussi des systèmes d'homologation ou des intégrations sur mesure. Nous proposons également de la formation pour devenir télépilote professionnel. Donc, on propose de la formation théorique, de la formation pratique et aussi des formations métiers comme la formation à la photogrammétrie, par exemple. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi, je suis chez Abbott depuis bientôt 3 ans. Donc, je suis spécialiste en BTP et en topographie. Je suis géomètre de formation, donc j'ai travaillé avant Abbott dans un cabinet de géomètre expert. Dans lequel donc j'ai appris cette technique de la photogrammétrie. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le vaste sujet de la photogrammétrie. Donc, premier point, nous verrons donc les bases de la photogrammétrie, que vous sachiez un petit peu comment ça se passe. Forcément, on n'aura pas forcément le temps de rentrer très dans le détail, mais nous aborderons au moins les bases. Un petit peu son histoire. Et ensuite, on fera un petit guide pour que vous sachiez quel drone utiliser, quel logiciel et quelle application de plan de vol. Si vous avez les moindres questions, vous pouvez les poser et vous avez un petit outil questions-réponses Q&R et on y reviendra donc à la fin de ce webinaire et j'y répondrai. Donc, allons-y. Donc, la photogrammétrie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une technique qui consiste à effectuer des mesures dans une scène en utilisant la parallaxe obtenue entre des images acquises selon des points de vue différents. C'est quelque chose que vous pouvez tester tous les jours, tout simplement avec vos yeux. Grâce à vos yeux, vous utilisez ce système de la parallaxe, c'est ce qui est illustré en haut à droite. Et donc c'est parce que vos yeux sont, je l'espère pour vous en tout cas, à des endroits différents, que vous avez deux points de vue différents, et c'est ce qui vous permet d'estimer la troisième dimension, la profondeur, etc. Si vous voulez vous en rendre un peu plus compte, essayez de jouer au tennis avec un seul œil, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous. Donc, qu'est-ce que ça implique quand on va utiliser un drone en photogrammétrie? Donc, il faudra que le drone soit en mouvement et qu'il prenne donc des photos, parce que la photogrammétrie, comme son nom l'indique, est basée sur des photos. Donc, on va prendre des photos et il faut que ces photos prennent un même point, et ça plusieurs fois, depuis des endroits différents. C'est ce qui est illustré juste en bas. Donc, à partir de clichés, tout simple. Donc, n'importe quel appareil photo peut permettre de faire de la photogrammétrie. À partir de photos, nous allons obtenir, via un logiciel de photogrammétrie, sur lequel nous reviendrons ensuite, nous allons obtenir donc une scène en 3D, un modèle 3D qu'on va pouvoir forcément bouger, et ça je vous le montrerai ensuite. Et surtout scène qui sera connue en coordonnées, avec des dimensions, et donc chose qui sera très utile dans nombre de secteurs d'activité. Donc nous verrons que pour faire ce recouvrement de photos, donc que dans chaque photo, on puisse voir une partie d'une autre photo, on va avoir une application de plan de vol qui va permettre d'automatiser ça. Donc c'est un des gros points forts de la photogrammétrie, ça va être l'automatisation. Les applications de plan de vol, qui sont pour la plupart gratuites, et on y reviendra ensuite, permettent
de automatiser un vol sur un objet, sur une surface. Et donc ces clichés, une fois pris par le drone, vous les récupérez sur votre carte SD, comme d'habitude, et vous pourrez ensuite les traiter automatiquement aussi, en tout cas automatisés en grande partie, avec un logiciel. Et nous allons voir ça aujourd'hui. Donc, comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à des logiciels qui automatisent tout? Donc, c'est une grande histoire. Donc voilà, un petit peu d'histoire. La photographie a été inventée vers 1839 et c'est seulement 10 ans après que la photogrammétrie, la technique, a été utilisée pour la première fois. Donc c'est un certain Aimé Losda qui est français et donc qui, avec des photos, a fait des mesures donc en 1849 sur la façade de l'Hôtel des Invalides à Paris. Cette technique-là va ensuite être utilisée par plusieurs chercheurs dans différents pays. Et cette technique va même être utilisée dans l'air. Donc, la photogrammétrie aérienne commence dès l'apparition des premières montgolfières, donc vers 1860, avec un photographe qui est assez connu, donc, qui s'appelle Nadar, qui a fait les premières images aériennes de la ville de Paris, par exemple. Et la technique est vraiment de la photogrammétrie est ensuite perfectionnée par un Allemand qui s'appelle Meidenbauer et qui a fait des relevés d'architecture sur la deuxième partie du 19e. Ensuite, donc, la technique se perfectionne jusqu'à la Première Guerre mondiale, et c'est à l'entre-deux-guerres où, grâce à l'évolution de l'aviation, que la technique va ensuite connaître un deuxième essor, donc jusqu'aux années 2000, avec notamment des relevés par l'IGN de tout le territoire français. À cette époque-là, forcément, la technique est basée sur de la photographie argentique, avec des techniques très très lourdes. Donc il fallait déjà un avion, donc quelque chose de très coûteux. Il fallait une chambre photographique, donc des appareils photo très perfectionnés, aussi également très chers. Nous avons ensuite l'arrivée des GPS, des satellites au-dessus de nos têtes qui permettent de géolocaliser nos clichés. Et tout ça permet à la photogrammétrie de continuer à se développer tout en restant une technique quand même assez élitiste et coûteuse. Et c'est dès les années 2000 où le drone, et en premier lieu même la numérisation d'un petit peu tout, donc les photos numériques, l'évolution donc des ordinateurs, qui va permettre d'automatiser les calculs, là où avant il fallait prendre une photo sous chaque œil. On avait une machine énorme et coûteuse avec des calculs complexes. On est arrivé dans une automatisation donc des calculs, ce qui va permettre de voir ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire une automatisation à toutes les étapes donc de la photogrammétrie. Automatisation de la prise de clichés avec des applications de plan de vol disponibles sur des tablettes, des smartphones. L'automatisation du vol, le drone va se déplacer automatiquement sans que vous ayez d'action sur les joysticks. Et automatisation ensuite du calcul avec un logiciel qui va prendre ces photos et les transformer automatiquement en modèle 3D exploitable. Tout ça pour obtenir donc des résultats. Résultats on a plusieurs types de résultats. On a des résultats qui sont en 2 dimensions. Donc un des résultats principaux en 2 dimensions, c'est l'orthophotographie. On a plusieurs noms pour ça qui désignent la même chose. Donc c'est orthophotographie, orthomosaïque, orthophoto. Tout ça, c'est la même chose. Donc l'orthophotographie, c'est une photo créée par un logiciel donc de calcul photogrammétrique qui va créer, le logiciel donc créer une photo à partir d'un assemblage de plusieurs clichés qui ont été pris par le drone et dont chaque pixel va être vu à la verticale. C'est ce qu'on obtient donc en haut à droite. Et donc cette orthophoto, elle est géoréférencée et à l'échelle, ce qui va pouvoir permettre
en partie en tout cas, de pouvoir éventuellement remplacer un plan. Cette photo, vous pourrez l'imprimer à une échelle et vous pourrez mesurer dessus, comme vous le faites sur un plan. Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que l'orthophoto va être quelque chose qui parle à tout le monde. Là où un plan, il va falloir quand même avoir certaines compétences en topographie pour pouvoir le lire. Là, l'orthophoto, vous le voyez par vos yeux en haut à droite, c'est quelque chose de complètement réaliste. Ensuite, chose très intéressante, on obtiendra donc des résultats en 3 dimensions. On a le nuage de points qu'on voit donc en bas à gauche. Le nuage de points, c'est un ensemble de points dans l'espace connus dans les 3 dimensions, donc X, Y et Z. On peut le voir, donc tous ces points sont, grâce à la photogrammétrie couleur, on est sur un nuage de points qui est colorisé. Donc chaque point va avoir une couleur, ce qui permet de, de, de gérer tout ça dans l'espace. Et ensuite, en bas à droite, on a le maillage 3D, qui peut aussi avoir, on peut entendre d'autres noms pour le désigner. Ce sera le mesh, maillage, tout ça, surface triangulée. C'est simplement de petites surfaces triangulaires qui vont constituer un modèle 3D. Vous avez la scène, un petit peu comme dans un jeu vidéo, avec les photos qui sont appliquées sur ces petites faces triangulaires et qui vous permettent d'avoir donc le modèle 3D. Ce sont les 3 principaux résultats que l'on obtient grâce à la technique de la photogrammétrie aujourd'hui. Ce ne sont pas les seuls, on obtient aussi des MNT, donc des modèles numériques de terrain, que les géomètres et topographes utilisent beaucoup. On peut obtenir des modèles d'élévation avec différentes couleurs, une sorte d'orthophoto avec différentes couleurs pour obtenir les dégradés de relief. On peut, avec des logiciels de photogrammétrie, faire des vidéos dans son modèle 3D et les exporter. Tout ça est exporté généralement dans des formats très très simples et très universels. L'orthophoto, c'est simplement une photo, donc c'est au format TIFF ou voire JPEG. Le nuage de points, c'est comme pour les lidars, un fichier en point LAS. Ça peut être aussi en point XYZ. Et le maillage, ça va être différentes. On va avoir du point OBJ, on va avoir du point DXF, etc. Tout ça, les logiciels classiques de DAO, je pense à AutoCAD, etc., vont pouvoir lire un petit peu tout ça. Donc ces résultats, ils vont être utiles dans différents domaines d'application. Ils sont vraiment multiples. Donc on a le suivi de chantier, par exemple. Donc là, pour le suivi de chantier, la photogrammétrie peut être très utile, tout simplement parce qu'on va pouvoir faire des relevés très réguliers sans être invasif sur le chantier, c'est-à-dire que le drone va pouvoir le survoler et ne se baladera pas, comme le ferait un géomètre, par exemple, sur le chantier. On va pouvoir le faire régulièrement parce que le relevé photogrammétrique va être très rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, en une demi-heure, on va pouvoir relever environ 5-10 hectares, selon la précision que vous attendez aussi. Mais voilà un petit ordre d'idée. Vous allez pouvoir faire 5-10 hectares en une demi-heure. Donc c'est extrêmement rapide comparé à un relevé traditionnel avec un GPS de topographe, avec un tachyomètre. On a ensuite le relevé de cubature. Donc là aussi, l'un des sujets les premiers impactés par la photogrammétrie, tout simplement parce que dans les carrières, le drone va permettre de relever tous les stocks simplement en passant au-dessus, en prenant des clichés. Et ces stocks, on va pouvoir les faire plus régulièrement étant donné qu'on va gagner énormément de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'étais géomètre, je faisais du relevé de carrière, donc avec une technique, on va dire, traditionnelle, avec un GPS de topographe. Je mettais sur le terrain 2 semaines à faire le relevé entier de la carrière. Avec le drone, on passe à une demi-journée. Donc là, le gain de temps est vraiment considérable. Ensuite, on a la topographie, hein. La topographie, donc à partir donc,
des fichiers qu'on a vus juste avant, on peut créer, des fichiers plans, ça avec, différents logiciels. On a l'inspection qui est donc grâce à un survol automatique autour, par exemple, d'une antenne relais, on va pouvoir transformer ces photos en modèle 3D et inspecter directement sur le modèle 3D, les différents défauts qu'on rechercherait. Ce qui évite, par exemple, si vous ne prenez que des photos sans utiliser, de logiciel de photogrammétrie, il faudrait regarder une photo par une photo, sans savoir où on se trouve sur l'antenne relais. C'est un travail, très laborieux. En plus de ça, il y a un gros gain de sécurité. Pour une antenne relais, par exemple, il faut parfois faire appel à des cordistes ou pour l'inspection autre, par exemple un bâtiment ou une toiture, il faut installer des échafaudages, donc c'est des installations très lourdes. Là, la photogrammétrie permet de gagner du temps. Autre domaine d'application, donc on a l'agriculture. Donc là, un domaine qui va permettre, enfin la photogrammétrie va permettre dans l'agriculture, de par exemple constater un dégât de gibier, alors que c'est quelque chose d'assez compliqué à estimer, depuis le sol. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un dégât de gibier, mais forcément sur une pièce qui va faire plusieurs hectares, il est compliqué depuis le sol, d'estimer une surface sur laquelle, le dégât a été occasionné. Il est également possible, grâce à la technique de la photogrammétrie, de transformer non pas des images classiques, qu'on appelle des images RGB, donc des photos, on peut traiter aussi des images donc multispectrales. Ce sont des images en fait prises dans des spectres visibles ou invisibles qui vont vous permettre de faire une analyse d'un champ pour en connaître son état de santé. Donc c'est quelque chose qui va pouvoir être très utile pour le domaine agricole. Autre chose aussi, donc là, hein, le domaine de la sécurité. Il y a de plus en plus de policiers et de pompiers qui utilisent la technique de la photogrammétrie pour faire, par exemple, du constat de dégâts, voire de catastrophes. Par exemple, après un incendie, il peut être super intéressant de faire un passage en drone au-dessus du site visé pour avoir un état des lieux à un temps donné. Heu, un des gros avantages de la photogrammétrie pour le domaine de la sécurité, c'est de ne pas, polluer la scène. Si par exemple, vous faites, un constat d'une scène d'accident, alors les avantages de la photogrammétrie, donc ils sont nombreux. Le premier que je vous ai cité donc juste avant, ça va être le gain de temps. Je vous citais mon exemple de la carrière, le gain de temps peut vraiment être énorme. Imaginez-vous, pour une inspection d'une toiture d'église où il va falloir, monter des échafaudages. Technique qui est coûteuse et alors là qui va s'étendre sur plusieurs jours. L'inspection et la photogrammétrie, de la toiture, là, pour le coup, va être ultra rapide. Donc le gain de temps va vraiment être très intéressant. Autre chose, vous avez, quelque chose qui est très automatisé. Je le répète, le vol va être automatisé complètement. Le calcul va être automatisé. Donc finalement, le temps de travail effectif, donc le temps humain, va vraiment être très court. Autre chose, donc aussi le gain en sécurité. Donc encore une fois, au lieu de faire monter un cordiste ou des échafaudages, donc des choses vraiment dangereuses, ou même un géomètre qui va se balader sur un chantier qui est en mouvement avec des machines, là, le drone est en l'air, le gain de sécurité est vraiment énorme pour le personnel. Autre chose, l'exhaustivité des résultats. Donc là, tout simplement, quand on est géomètre, pour ceux qui sont peut-être géomètres dans ceux qui m'écoutent, le géomètre peut parfois oublier quelque chose. Quand on va faire un relevé, d'un site, une route par exemple, il va falloir relever tout ce qui est existant. Il peut arriver que l'on oublie, de relever par mégarde un lampadaire. Là, le lampadaire, de toute façon, sera sur les photos. Donc le gros avantage, c'est que vous oublierez rien du tout. Et enfin, gros dernier avantage à cette technique de la photogrammétrie, ça va être l'état des lieux qui va être très visuel. On le voyait tout à l'heure avec l'orthophoto. Vous avez un support qui va parler à tout le monde. Encore une fois, pour reprendre un exemple, j'étais géomètre,
avant de rejoindre Rabot, nous faisions de l'aménagement de voirie. Donc le but était de dialoguer avec les riverains pour savoir qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Sur un plan, il est très compliqué de parler à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les lire, de savoir qu'est-ce qu'on va faire et de lui expliquer. Là, sur la base d'une orthophoto, ça va parler à la personne. Il en aura l'habitude avec des Google Maps, etc. On retrouve à peu près les mêmes supports. Donc c'est quelque chose qui sera vraiment intéressant. Voilà un petit peu pour les bases. Maintenant, si vous voulez faire de la photogrammétrie, si vous avez déjà un drone ou que vous voulez choisir un drone, nous allons voir les différents points pour comment choisir son drone. Il y a 3 éléments majeurs, pour le choix de son drone. Il va y avoir point numéro 1, le plus important, ce sera le capteur, donc l'appareil photo. Forcément, on va choisir son drone en grande partie pour ça. Autre chose, on va choisir quel type de drone. Est-ce qu'on choisit un multirotor? Est-ce qu'on choisit une aile volante? Et dernier point, le système de géolocalisation. Donc le premier point, c'est le choix du capteur. Donc le capteur, concrètement, c'est l'appareil photo qui équipe votre drone. Donc là, il va y avoir des capteurs à proscrire, en tout cas pour faire de la photogrammétrie de qualité, et il y a des capteurs à favoriser. Et il va falloir trouver dans votre budget, dans aussi ce que permet la législation, il va falloir choisir là-dedans. Donc premier point, les capteurs à proscrire. Donc ce seront les capteurs dont la résolution est inférieure à 10 mégapixels. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Donc ça va concerner vraiment des drones entrée de gamme, voire des drones jouets. Ça, c'est vraiment à proscrire pour la photogrammétrie. En tout cas, dans un but professionnel. Nous avons ensuite les capteurs entrée de gamme. Donc là, je cite donc les Mavic Pro, les Phantom 3, Bebop 2, donc des drones qui sont aujourd'hui un petit peu anciens. Donc là, on va se situer autour de 12 mégapixels. On va pouvoir avoir un résultat cohérent. Par contre, il ne faudra pas en attendre trop de ces capteurs-là en termes de restitution. Nous avons ensuite des capteurs un peu plus perfectionnés. Donc là, on a les capteurs plus petits qu'un pouce, mais avec une meilleure résolution. Avec comme exemple la Nafi. Donc la Nafi qui est tout de même un bon drone parce qu'il a 21 mégapixels, mais son capteur est vraiment petit. Donc juste pour rappel, parce que je ne l'ai pas expliqué, le capteur est la surface qui va absorber la lumière. Donc on va chercher à avoir un capteur relativement grand, le plus grand possible. Plus on a un capteur qui est grand, plus on va avoir une capacité à emmagasiner facilement de la lumière. Voilà, juste pour un petit rappel et pour simplifier. Revenons à nos capteurs. Donc ensuite, nous avons les capteurs 1 pouce 20 mégapixels, qui aujourd'hui représentent une très grande majorité des drones. Donc on a le Phantom 4 Pro, que ce soit V1 ou V2. Nous avons le Mavic 2 Pro, nous avons le Phantom 4 RTK, la Sensefly Soda, donc qui est la capteur qui équipe la IBI, qui est une aile volante. On a aussi des capteurs photo, le RX100 par exemple. Voilà, là on commence à être dans des capteurs professionnels qui vont permettre de faire de la photogrammétrie de qualité. Nous avons ensuite les capteurs un peu plus grands encore, donc les capteurs micro 4 tiers, comme la X5S de DJI, qui va pouvoir équiper un Inspire 2 ou un Matrice 200. Nous avons ensuite encore un peu plus grand, donc les capteurs APS-C, toujours un peu plus grands, avec par exemple la X7 de DJI, compatible avec les Matrice 200, Inspire 2. Les capteurs plein format, donc ça c'est un petit peu, on va dire, le Graal du photographe, voire du photogrammètre. Le plein format, donc c'est l'appareil photo réflexe, avec les Sony Alpha 7R2, avec les Sony Alpha 7R4, etc., ou les Canon, Nikon. Donc là, avec des meilleures résolutions encore, des capteurs plus grands, donc qui vont permettre d'avoir encore plus de qualité. Et ensuite, on a des capteurs encore plus gros qui là rentrent dans un petit peu dans un autre monde avec les capteurs moyens format, avec pour exemple le Hasselblad en 100 mégapixels.
Donc voilà. Et forcément, par rapport à la taille du capteur, ça va impacter la taille du drone. On le voit, le petit capteur de la NAFI qui va faire quelques centaines de grammes. Euh, on passe au capteur 1 pouce avec un Phantom qui va faire 1,4 kg. Et dès qu'on va embarquer un appareil photo plein format ou plus, il va falloir avoir un Matrice 600 comme on voit en bas. Donc là, il va falloir aussi jouer avec la législation, parce que le Matrice 600 qu'on voit en bas ne peut pas voler en S3. Donc voilà, il va falloir trouver le juste milieu pour vous selon votre activité. Donc le choix du capteur est important pour la résolution de votre restitution. On parle, un des principaux termes utilisés en photogrammétrie, c'est le terme GSD. GSD, qui est en anglais donc Ground Sample Distance, qui correspond en fait à la taille du pixel au sol. Je m'explique. Quand vous avez un appareil photo donné, cette taille du pixel au sol va varier selon la hauteur à laquelle vous volez. Vous avez un exemple tout en bas, un exemple où le GSD va faire 100 cm, donc 1 mètre, c'est-à-dire qu'à cette hauteur-là, à la hauteur de vol du drone, le pixel représente un carré qui va faire 1 mètre par 1 mètre. Vous avez un autre exemple à droite, quelque chose qui paraît beaucoup plus zoomé, donc avec un GSD qui fait 9 cm. Donc à droite, on a un exemple où le pixel va recouvrir une surface au sol qui fait 9 cm par 9 cm. Donc ça, c'est un terme très très important. Ça va énormément impacter la précision et la finesse de votre résultat. Donc GSD, terme vraiment à retenir. Et donc le GSD dépend de 3 choses. Donc la résolution du capteur, la distance focale de l'objectif. Donc juste pour vous rappeler, donc la distance focale, en fait, ça correspond à l'angle de prise de vue. Donc quand on a donc la distance focale qui est exprimée en millimètres, quand vous avez une petite distance focale, cela implique un grand angle de vue. Si au contraire, vous avez une grande distance focale, ça va vous faire un petit angle de vue, donc quelque chose de zoomé. Ce qui fait que, par exemple, un Phantom, quand vous volez avec un Phantom 4 Pro ou RTK, votre GSD fait 1 centimètre lorsque vous volez à 36 mètres de hauteur. Donc là, chaque appareil photo, chaque objectif va avoir un GSD qui lui est propre. Donc tout ça pour dire que selon dans le domaine dans lequel vous travaillez, un appareil photo de 100 mégapixels ne vous sera pas forcément utile. Au contraire, un appareil photo de 10 mégapixels sera parfois à proscrire. Donc généralement, par exemple, en topographie, le Phantom 4 Pro RTK, en tout cas son capteur, va être très bien parce qu'il va permettre d'atteindre une précision, en tout cas un GSD de 1 cm, qui correspond à une précision qu'on attend généralement en topographie. À gauche, vous avez plutôt un exemple pour de la cartographie. Vous avez une précision là de 1 mètre. Nous avons ensuite le choix du type de drone. Il y a 2 grandes familles de drones. Donc on a les drones ce qu'on appelle les drones à voilure fixe, qui sont des ailes volantes, qui vont avoir un petit peu le fonctionnement d'un avion. Et d'autre part, donc le drone multirotor, qui va avoir un petit peu le fonctionnement d'un hélicoptère. Donc on va retrouver à peu près les mêmes avantages et inconvénients. Avantage du drone à voilure fixe, ça va être sa grande autonomie. On a là ici Libye qui est capable de voler jusqu'à 1h30. Contrairement au drone multirotor qui va consommer beaucoup plus, qui lui va voler bien généralement autour des 30 minutes, voire moins. Donc là, on va avoir avantage, inconvénient. Le vol rapide, pour le drone à voilure fixe, ça va vous permettre de balayer de très grandes zones très rapidement. Et le multirotor, du vol lent, où vous allez balayer des beaucoup plus petites zones, par contre qui va vous permettre d'éviter des obstacles et même de tourner autour. Donc
Pour simplifier, en gros, une aile volante va pouvoir être très utile quand vous allez balayer des grandes surfaces, hors agglomération, parce que faire voler une aile en S3, c'est compliqué de faire évoluer une aile dans les 100 mètres que permet le S3. Donc, on va vraiment privilégier une utilisation en S2 pour l'aile volante, et en plus de ça, pour de grandes surfaces, type des champs, de grandes carrières, de grands linéaires de voirie, hors agglomération. Alors que le multirotor, lui, va balayer certes de plus petites zones, mais il va pouvoir voler plus bas, étant donné qu'il va pouvoir facilement éviter les obstacles. Il va pouvoir tourner autour d'objets. Donc, si vous voulez faire modéliser une église, une statue, là, ce sera le multirotor qu'il faudra privilégier. Voilà un petit peu. Autre point positif pour le multirotor, c'est qu'il est capable généralement d'embarquer plus lourd, en tout cas pour les modèles comme on voit ici avec du matrice de sang, donc avec des capteurs plus perfectionnés que ce qu'on trouve sur une aile volante. L'aile volante, c'est quelque chose de très très léger, hein. On est sur du 1,5 kg pour 1 mètre d'envergure. Il va vous falloir vraiment un capteur très petit, donc maximum, généralement, ce sera du 1 pouce. Donc avec une qualité peut-être légèrement moindre par rapport à un multirotor. Et dernier point, le choix du mode de géolocalisation. Donc là, il y a 2 familles de drones. Les drones, on va dire classiques, un Phantom 4 Pro, un Anafi, un Ioniq H520, donc qui sont équipés d'un GPS, qui vont géolocaliser les photos. Donc géolocaliser, c'est associer des coordonnées au cliché. Donc il y a les drones classiques qui vont du coup avoir une précision de l'ordre de quelques mètres sur la géolocalisation des clichés. Autre famille, on va avoir les drones RTK, je pense au Phantom 4 RTK, aux drones de Leica, à Libye, l'aile volante qu'on voyait juste avant. Eux ont un système RTK. Ce système RTK, et là ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'on pourrait s'étendre très longtemps, mais le système RTK va permettre de géolocaliser chaque cliché pris à une précision de l'ordre du centimètre. Ce qui fait que si vous traitez vos photos pris par un Phantom 4 Pro et vos photos prises avec un Phantom 4 RTK, le résultat du Phantom 4 Pro sera précis à quelques dizaines de centimètres ou mètres près, alors que les photos prises avec le Phantom 4 RTK seront de l'ordre du centimètre et le résultat aussi. Alors attention, il est possible, avec tous les drones type Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro, Anafi, H520, etc., je pourrais tous les citer, il est possible d'obtenir une précision de l'ordre du centimètre si vous utilisez ce qu'on appelle des GCP. Donc ce sont des points de calage, Ground Control Point. Ces GCP, ce seront des points qui serviront de référence à notre relevé. Vous pouvez le voir à droite, une photo d'un relevé d'un GCP. On voit qu'on relève une plaquette. Cette plaquette sera visible depuis les photos et serviront de point vraiment de calage à notre relevé. Donc forcément, ça va nécessiter de les poser, ces points, de les relever avec une technique suffisamment précise. Donc là, on le voit ici, le point de calage est relevé avec une antenne de topographie de type Trimble ou Leica. C'est un système qui va permettre de relever les coordonnées du centre de la plaquette. Donc ça, forcément, c'est quelque chose de relativement coûteux. Donc ça, il va falloir les répartir sur le terrain. Pour vous donner un ordre d'idée, il va falloir en mettre environ 5 pour 1 hectare. Pour 10 hectares, il faudra en mettre une dizaine. Voilà, c'est vraiment pour ordre d'idée. Et donc, c'est finalement ce qui va vous prendre le plus de temps à installer, quand vous êtes en tout cas avec un drone classique. Alors que quand vous êtes avec un Phantom 4 RTK ou un autre drone en RTK, vous allez pouvoir en mettre beaucoup moins. Théoriquement, vous pouvez ne pas en mettre du tout, ne pas mettre de point de calage, simplement traiter vos photos. Simplement, il est quand même conseillé d'utiliser encore quelques points de contrôle, comme je viens de le dire, pour contrôle.
Voilà la grosse différence. Donc, un système RTK va vous faire gagner un temps considérable. Vous allez gagner du temps sur l'installation là, des plaquettes, sur leur relevé, sur leur ramassage. Et ensuite, ce sont des points qu'il faudra cliquer sur toutes les photos prises par le drone. Donc le gain de temps avec un RTK sera vraiment énorme. Pour ordre d'idée, hein, installer juste 5 points sur un hectare, déjà, ça va vous mettre un quart d'heure. Les cliquer, ça va vous reprendre un quart d'heure. Si vous avez un GPS RTK, c'est 2 fois une demi-heure que vous gagnez. Donc et ça simplement sur un hectare. Plus le relevé sera grand, plus le système RTK aura de l'importance dans votre gain de temps. Voilà, on est passé rapidement sur le choix du drone. Maintenant, on va arriver sur le choix du logiciel de traitement. Donc là, on va simplement les survoler. Un webinaire est en préparation pour la présentation plus en détail du logiciel. Donc voici un petit peu ce qui existe sur le marché. Donc nous avons deux grandes familles de logiciels de photogrammétrie. Donc les logiciels de photogrammétrie classiques. On entend par classique en fait un logiciel qui va permettre de transformer vos photos en nuage de points et nuage de points et modèle 3D, et surtout qui va permettre de gérer la précision de tout ça. Donc aujourd'hui, il y en a, on va dire, deux principaux, un qui arrive un petit peu sur le marché. Donc on a les deux principaux logiciels, ce sont Pixel Mapper et Metashape. Là, le choix va être, c'est un petit peu au bon vouloir de chacun. Ils vont vous permettre d'exporter les mêmes choses, ils vont vous permettre de les traiter à peu près de la même manière, de les traiter dans un même temps donné. C'est vraiment sur l'interface. L'interface va être beaucoup plus simple sur Pixel Mapper. Et juste pour info, Pixel Mapper est suisse. Nous en sommes les représentants en France. On est capable de vous accompagner en français. Metashape, si vous avez des questions, des choses particulières, c'est un logiciel qui est russe, donc avec un support peut-être un peu moins présent, on va dire. Mais sinon, les deux, on va dire, se valent dans les grandes lignes. Et ensuite, on a un challenger donc avec DJI Terra qui propose des résultats très rapides, beaucoup plus rapides que Mapper et Metashape, avec maintenant la possibilité d'utiliser des points de calage, etc. On va pouvoir aussi exporter des photos et les mêmes modèles 3D que ce qu'on a avec Pixel Mapper et Metashape. La différence, c'est que DJI Terra n'est aujourd'hui compatible qu'avec du DJI. Là où Pixel Mapper, Metashape prennent toutes, peuvent emmagasiner n'importe quelle photo. Et ensuite, on a les logiciels de photogrammétrie spécialisés. Donc là, ils vont chacun avoir leur petite spécialité. Et vous pouvez voir que tout ce que vous avez en dessous, ce n'est que du Pix4D. Donc Pix4D propose vraiment tout un éventail qui correspondra à votre besoin. Donc vous avez Pix4D modèle qui va vous permettre de faire un modèle 3D très très simplifié. Là, ça peut être valable pour créer simplement des maquettes pour des agents immobiliers, par exemple. C'est vraiment une version très light du Pix4D Mapper. Vous avez Pix4D BIM qui va permettre de faire un comparatif dans le temps de vos différents relevés. Donc vous pourrez, par exemple, comparer le relevé fait à une date avec une autre date pour voir la différence entre les deux. Vous avez Pix4D Matic qui est tout nouveau, qui est en fait exactement comme Pix4D Mapper, mais optimisé pour les très 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 gros relevés. Donc dès que vous allez passer 5-10 000 photos, vous pourrez passer de Pix4D Mapper à Pix4D Matic. Ensuite, vous avez Pix4D Inspect, qui est là vraiment automatisé, vraiment dédié à l'inspection. Donc pour de la restitution 3D d'antennes relais, par exemple, avec la détection automatique, par exemple, de boîtiers relais. Vous avez Pix4D Survey, qui va servir à transformer vos nuages de points en fichiers vectorisés.
Vous avez Pixcadet Fields, qui est là vraiment dédié à l'agriculture, qui va vous permettre de transformer vos clichés multispectraux en cartes par exemple, à importer dans un tracteur pour mettre plus d'engrais à un endroit qu'à un autre. Et enfin, vous avez Pixcadet React, qui est là être une version aussi simplifiée de Mapper, qui va pouvoir faire un résultat extrêmement rapidement et qui donc répond à une problématique d'urgence pour des pompiers ou des policiers, par exemple. Enfin, vous avez votre dernier choix à faire. Ce sera le choix de l'application de plan de vol. Pour l'application de plan de vol, vous avez 3 familles, on va dire. Vous avez les applications simples. Les applications simples sont gratuites. Vous pouvez d'ores et déjà les tester si vous souhaitez. Donc là, j'ai mis les principaux, il en existe vraiment une multitude. Et vous avez Pixcadet Capture, qui est disponible sur iOS ou sur Android, smartphone ou tablette. Donc ça va venir remplacer votre application habituelle de pilotage. Donc Pixcadet Capture va vous permettre d'automatiser le vol. Ground Station Pro, qui est le logiciel de DJI, donc cette fois-ci compatible uniquement avec DJI, là où Pixcadet Capture est compatible avec DJI, Parrot et Unique. GS Pro compatible DJI et uniquement sur une tablette Apple. Donc un petit peu sur la même base que Pixcadet Capture. Ça, vous pouvez le tester si vous voulez voir. Drone Deploy, disponible sur Android et iOS. Voilà, toutes ces 3 applications ont vraiment un fonctionnement très simple où vous allez très vite comprendre leur fonctionnement. Donc ça, encore une fois, ce sera l'objet d'un futur webinaire sur le choix vraiment des applications, que vous voyez un petit peu les interfaces. Ensuite, vous avez des applications spécifiques. Donc là, ça va vraiment répondre à une demande métier. Donc Pixcadet Scan qui va être à peu près sur la même base que Pixcadet Capture, mais qui va vraiment être dédié pour une automatisation de vol autour d'une antenne relais. Vous avez Fil d'agent, qui est là vraiment dédié à l'agriculture. Vous avez GSRTK, qui est là comme le Ground Station Pro, qu'on avait juste au-dessus, mais cette fois-ci dédié au Phantom 4 RTK. Donc avec des modes de vol intelligents, comme le suivi de terrain. Et ensuite, les applications avancées. Donc là, celles-ci, pour le coup, sont payantes. Vous avez UGCS qui va vous permettre de faire des vols vraiment particuliers, par exemple du vol face à une façade, et qui va vous permettre de rentrer un peu plus dans les paramètres de prise de vue. Et aussi, vous avez Drone Harmony. Drone Harmony qui est payant. Alors, il y a un essai gratuit, mais qui est payant, et qui va vous permettre d'automatiser un vol autour de volumes complexes. Par exemple, une église. Vous allez pouvoir dessiner vos volumes sur un fond Google Maps et tourner tout autour. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester les Pixcadet Capture, Ground Station Pro, etc. dans un premier temps. Ça va vous permettre d'automatiser vos vols facilement sur des surfaces. Vous pouvez essayer chez vous en ce moment.